Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais d'abord, en grand temple, je reçois Valentin Schirmer. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence Odiakova. Rédacteur en chef de l'Étudiant Libre et puis évidemment fondateur, membre de la ligne droite. Vous avez des choses à nous dire sur l'Étudiant Libre ? Oui, le numéro souverainiste contre-identitaire va apparaître la semaine prochaine d'ailleurs avec un entretien de Pierre-Yves Rougeron et puis un autre de David Engels, et donc il est à apparaître dès la semaine prochaine. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus. D'accord, très bien. Merci beaucoup Valentin. Et on se tourne vers notre invité, Pierre-Yves Rougeron. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en studio. Vous êtes juriste, spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre, président du Cercle Aristote, de la revue et de la maison d'édition Perspective Libre d'ailleurs, et éditeur de Résister au dénialisme en histoire, un livre de Arnaud Imatz. Et c'est pour ce livre-là que nous vous recevons aujourd'hui. Un très gros livre, somme même on va dire, sur l'histoire de France, jalon pour un savoir non contaminé par l'idéologie mondialiste. Alors je voudrais, pour que les choses soient très claires dès le départ avec nos auditeurs, que vous nous présentiez Arnaud Imatz, et puis ce titre, pourquoi parler de dénialisme en histoire ? Dénialisme aujourd'hui, pour nos auditeurs qui n'entendent pas souvent ce terme, c'est le fait de rejeter des concepts dits indiscutables, et on parle par exemple de dénialisme climatique. Donc c'est intéressant que ce soit Pierre-Yves Rougeron qui édite ce livre aujourd'hui. Donc j'aimerais bien que vous nous donniez quelques explications. Alors, premièrement, moi, c'est l'un des ouvrages dont je suis le plus fier pour une raison, c'est que c'est une dette rendue. Arnaud Imatz, c'est l'un des hommes qui m'a formé en histoire des idées politiques, parce que c'est avant tout un ouvrage d'histoire des idées. C'est-à-dire de comprendre que des tas de courants, des tas de figures, des tas de faits culturels qui nous sont imposés, en réalité, sont des réécritures idéologiques. Et que les faits les démentent. Vous prenez un exemple, un des articles, ça se fait, c'est des leçons thématiques. Vous avez, alors certaines sont très urticantes, c'est un ouvrage qui pique. Mais vous avez par exemple quelque chose qui est vraiment, je pense, une avancée théorique. Tout le monde pense que la dernière vague des droits de l'homme, qui commence avec la Déclaration universelle, au sortir de la guerre, a été... avec la naissance du droit de l'hommisme, qui ne date pas de 1789, contrairement à ce qu'on pense, mais qui est beaucoup plus récent, a été avalé, tout le monde était très content, etc. En réalité, la plupart des grands esprits de ce temps, de Gabriel Marcel au Mahatma Gandhi, ont vu le problème tout de suite, en disant, attendez, vous coupez l'homme de la citoyenneté, vous utilisez l'homme avec... selon votre culture, vous ne donnez aucun devoir à l'homme, ce qui, Mahatma Gandhi le disait, ma mère était illettrée, mais elle aurait compris qu'un homme, c'est avant tout des devoirs. Et vous avez une masse de grands esprits mondiaux qui voient ce texte en disant « Nous n'arrêterons pas l'horreur ou le retour potentiel de l'horreur avec ça. En réalité, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. » Et ça, ce sont des faits, c'est des faits qui ont été occultés et ou des faits qui ont été réécrits. Par exemple, aujourd'hui, on a une partie de l'historiographie, une vision du général de Gaulle comme une sorte de démocrate suédois végan. On est un peu loin du personnage tel qu'il était. Or, même chose sur plusieurs auteurs espagnols, etc. Et en réalité, Arnaud Imatz, quand il termine ses études, fait une thèse qui fait d'ailleurs toujours autorité aujourd'hui sur un personnage clé de l'histoire espagnole du XXe siècle, qui est José Antonio Primo de Rivera. Et ça fait d'ailleurs d'autant plus plaisir d'en parler sur les ondes de Radio Courtoisie, il est sous la protection de Pierre Chenu. Et il est l'un des pères idéologiques de ce qu'on va appeler en Espagne la querelle des historiens, c'est-à-dire parce qu'il fallait que ça parte d'un pays étranger, c'était beaucoup trop bloqué. Remettons-nous 2 minutes dans l'histoire des années 90. Premièrement, on est dans la vague BHLO, droits de l'homme, au dernier degré. En France, c'est l'idéologie française qui règne, c'est-à-dire vraiment le peuple de Galeux. Et en Espagne, c'est encore pire. Franco est parti en laissant Juan Carlos. Et il y a un blanc-seing de la gauche dite républicaine, mais en réalité de rente républicaine plus que vraiment républicaine. La vraie gauche républicaine espagnole, elle s'est battue, elle. Les héritiers plus ou moins fidèles sont là pour faire fructifier la caisse. Bon, très bien.
Et donc il fallait que ça parte de l'extérieur, et donc c'est l'ouvrage La guerre d'Espagne revisitée, et ça va permettre à une génération d'historiens espagnols de dire, bon, les Français nous ont un peu aidés, maintenant il est grand temps. Je tiens à dire que beaucoup de ces historiens sont des anciens socialistes, ce qui est le cas de Pio Moa. De dire que Pio Moa est un homme d'extrême droite alors qu'il a été torturé par Franco me laisse doucement rêveur. Ouais. Et en réalité, Arnaud, qui finira d'ailleurs il y a quelques années à être élu à l'unanimité à l'Académie d'Histoire d'Espagne, est l'un des pères de cette révolution historiographique qui a été permise parce qu'il avait la protection de Chenu. Faut se rappeler l'homme immense, à la fois universitairement et personnellement, qui était Pierre Chenu. Et Arnaud va ensuite faire un ouvrage qui est un manuel des histoires non conformistes, qui est le par-delà droite et gauche. Dans la dernière édition, date d'il y a près d'une dizaine d'années, par notre regretté ami Pierre-Guillaume Deroux. J'espère persuader Arnaud que nous en fassions une dernière, parce qu'il estime qu'à l'âge qui est le sien, d'un côté place aux jeunes. Donc, et là, je suis content d'avoir pu éditer ces leçons thématiques. Et c'est vrai que quand il utilise le terme de dénialisme, ce qu'il fait sciemment, d'ailleurs, beaucoup de ses amis historiens on dit est-ce que tu es sûr, est-ce qu'ils vont comprendre, etc. En réalité, Arnaud l'utilise scientifiquement justement parce qu'il ne s'est jamais laissé enfermer dans le pif-paf, c'est le roman de gare de la droite et de la gauche. C'est tout le sens de son œuvre, comme historien des idées. Et parce qu'il voulait à tout prix éviter, par exemple, de dire le négationnisme de l'identité française ou de l'histoire de France, etc. Et en réalité, il utilise un terme scientifique pour faire un ouvrage qui fondamentalement est un ouvrage anti-cancel culture. C'est-à-dire, comme disait Lénine, les faits sont têtus et les faits, c'est ça. Vous pouvez être en désaccord, et c'est le sens de la querelle universitaire avec le sens des faits que je vous donne, mais les faits existent. La réalité existe et le réel passera. Donc, si vous voulez, alors qu'aujourd'hui, il y a, dans une part de l'histoire globale, comme de l'histoire des idées, il y a un côté le réel no passaran. Donc, le réel passera pas. Donc, c'est un grand ouvrage réaliste, en fait. Alors je voudrais, après Valentin évidemment je donne la parole également, puisqu'on parle du réel, je voudrais qu'on revienne au réel de ce livre et ensuite à l'interprétation, parce on pourrait dire que ce livre finalement a deux parties. C'est d'abord une partie historique, donc factuelle, on revient au réel, et une deuxième avec les écoles de pensée et comment elles les ont interprétées. Tout à fait. Donc si on revient sur la partie historique, est-ce que... Évidemment, on n'a pas tant de temps que ça, mais on peut revenir ensemble sur la Révolution française, la fin du récit idyllique, comme l'écrit Arnaud Imatz, la Révolution russe et la guerre civile espagnole. Alors, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que je suis un disciple critique. Moi, j'ai une vision plus socialisante tant de la Révolution française que de la Révolution russe. Mais... Le but d'Arnaud est assez simple, d'ailleurs dans la lignée des travaux de Chenu dans ce qui est la Révolution française, c'est d'acter que un certain catéchisme, que d'ailleurs l'histoire savante a toujours su faux, fait autour de la Révolution française, a servi, entre autres, de rente et de lait maternel à une partie de la gauche pourtant très opposé à la réalité de 1789 qui règne aujourd'hui. Si vous vous rappelez de cette fête lugubre qui était le bicentenaire de la Révolution, qui était une sorte de fête diversitaire, si vous voulez, on est quand même loin de Robespierre, quoi qu'on en pense. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, on était plutôt dans une préfiguration de Jack Lang et la technoparade. Vous voyez, si vous voulez, on est plus, dans la prise de boîte de nuit que dans la prise de la Bastille. Donc, Arnaud acte ça en partie à cause du déclassement révolutionnaire qui avait été mis en exergue par Chenu, c'est-à-dire le bilan chiffré de la Révolution. Il est vrai que c'est une partie, déjà il commence le livre par là, c'est une partie qui est très, qui est très dure sur la Révolution, il faut être très honnête, et qui peut ravir facilement des contre-révolutionnaires, ce que Arnaud n'est pas pour autant.
Parce qu'il a une vision unitaire de l'histoire de France. Il est profondément gaulliste à ce niveau-là. C'est-à-dire la Révolution a eu lieu, il faut l'accepter comme elle a eu lieu, mais je vais vous raconter l'arrière-cour parce que la devanture brillante, vous la connaissez, on n'a parlé que de ça. Oui. À l'époque, on en parlait. Aujourd'hui, pour toute une partie du pouvoir mondialiste, la Révolution doit être enterrée. En bien comme en mal. Mais si on dit aux Français qu'ils ont fait une révolution un jour, on prend des risques non calculés. Donc on va retourner à des histoires d'élite collabo, comme ça au moins on sera ton sur ton raccord. Or, vous voyez, c'est pas nous qui sommes collabos, on l'a toujours été. Donc finalement, l'histoire de France, c'est un grand pétinisme. Voilà. C'est ce qui est plutôt l'école politique actuelle, qui ne porte pas au nu ni Saint-Just ni Robespierre. Mais ce faisant, il faut bien comprendre sur ces trois parties-là, parce que ce sont les trois parties, je ne dis pas du tout qu'elles sont datées, je dis qu'il faut les mettre dans leur contexte d'écriture. Arnaud est quelqu'un qui a dû se battre, et ça se voit dans certains articles, contre une partie de la bêtise de la droite et une partie de la bêtise de la bêtise de la gauche, mis à part que à une époque, une partie de la bêtise de la gauche avait le pouvoir. La bêtise de la droite existe, ça c'est certain, on en pâtit, mais elle a un savoir-faire en termes de prise de pouvoir qui reste quand même à démontrer. Donc, ce sont des écrits de post-guerre froide, c'est-à-dire de bien comprendre, oui, la Révolution a eu des travers, la Révolution russe, c'est pas tout à fait ce qu'on vous en a dit, et le caractère... quand Arnaud écrit ce long article sur la Révolution russe, il fallait démystifier une partie de une partie de l'aura de 1917 qui était utilisée par les marxistes restants. À titre personnel, j'en ai expliqué avec Valentin hors antenne, moi, j'appartiens à une autre génération. C'est-à-dire que moi, dans les décombres de la guerre froide, j'ai découvert le marxisme. Bon, comme instrument intellectuel. Mais que Arnaud lui ne l'ait pas fait est tout à fait normal pour un homme qui, lui, a vécu la guerre froide. Moi, je suis né en 86, donc je suis arrivé à la fumée des cierges. Mais pour cette époque-là. Sur la guerre d'Espagne, là, on est encore sur quelque chose de brûlant. Si vous voyez la traduction de l'ouvrage de Pierre Morin, il y a quelques mois, qui d'ailleurs, à la base, est une blague à moi, donc je peux en parler. Grâce au génie à la fois d'un jeune traducteur qui pour moi est l'un des plus grands hispanisants de ce temps, et surtout de la vie d'Arnaud qui lui est beaucoup plus qualifié que moi pour le dire, et d'un éditeur courageux qui est l'éditeur du Toucan l'Artilleur, on a fait venir les mythes de la guerre d'Espagne en France. Et en réalité, Arnaud raconte des points techniques de la guerre d'Espagne, et on ne se rend pas compte à quel point, aujourd'hui, comme une partie de la gauche a totalement trahi pour le mondialisme, elle s'excuse de sa trahison en compensant vers le symbolique historique. Et donc elle prend des précarés historiques, dont l'un des derniers, la guerre d'Espagne. Rappelez-vous de cette polémique suite, quand l'ouvrage est sorti, pas un mot, et puis une journaliste du Figaro, une sorte de selfie avec le bouquin, de vidéo, de je ne sais pas quoi. Et là, en plein mois de juillet, le fascisme est à nos portes, s'il n'est pas à nos portes, il est avec les bégonias à nos fenêtres, enfin, c'était délirant, parce que c'est l'un des points, si vous voulez, comme ils ont tout trahi, comme ils sont socio-mondialistes fondamentalement, ils compensent sur les héros passés, et donc il leur reste quoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'histoire de la résistance est plus compliquée, donc ils ne peuvent plus miser dessus. L'histoire de 1980, à leur place, je ne mettrai pas une pièce dans le jukebox, parce que là, ça pourrait leur revenir facilement. Le Front populaire, on en a vite fait le tour. Résultat, qu'est-ce qui reste ? La guerre d'Espagne, les brigades internationales, nos passaran, les dernières vaches sacrées. La dernière vache sacrée qui permet au passage d'avoir un certain nombre de postes substantiels dans l'enseignement supérieur. Tout ceci n'est pas gratuit. Et on ne se rend pas compte en France, et ça c'est une part de l'œuvre d'Arnaud qui
qui est basque, et qui vit entre les deux pays basques. De se rendre compte de la richesse en termes d'histoire intellectuelle et en termes d'histoire de notre grand voisin, à qui finalement nous parlons assez peu. Et pourtant, dans le combat qui est le nôtre contre l'effacement mémoriel de notre peuple, il faut avoir des points sur des conflits étrangers, comme la guerre d'Espagne, parce que il faut couper l'herbe sous le pied de l'ennemi. Non, vous n'êtes pas des républicains espagnols. Et rappelez-vous quand même que 2 élus mondialistes nous ont fait le coup dans les 5 dernières années. C'est pas vieux. Manuel Valls, alors que l'exposition, la grande exposition de Papa a été quand même inaugurée par le Gaudio, donc je ne savais pas le Gaudio si tolérant d'inaugurer des expositions d'art de ses adversaires idéologiques. Bon, très bien. Et Anne Hidalgo, qui en rajoute à qui mieux mieux, comme quoi, si vous voulez, elle est plus douée pour réciter l'Alcazar que pour chasser les rats. Mais vous voyez le problème. Et on nous fait ce coup-là, et nous, comme on ne s'est pas assez intéressé à ce conflit-là, on ne se rend pas compte de la place qu'il a dans la compensation d'une partie de la gauche mondialiste. C'est-à-dire, oui, on sait ce qu'on est, mais regardez la guerre d'Espagne, regardez ce qu'on a été. Non, c'est pas vous. Vous n'avez pas le droit d'utiliser, même pour la mémoire des républicains espagnols, qui est une vraie mémoire. C'est des gens qui ont vraiment morflé, qui sont vraiment battus. Vous n'avez pas à privatiser ces gens-là, vous n'avez pas à nous jeter des cadavres à la figure. Vous n'êtes pas des héros. Vous n'êtes pas des héros. Vous n'avez pas de prébande à demander à cette aune-là. Mais pour ça, il faut avoir des cartouches. Et comme armurerie, je trouve que ce bouquin est pas trop mal. Je suis assez content du travail de mes équipes. Belle introduction. Valentin. Non, effectivement, et c'est très intéressant de passer par justement l'Espagne pour en arriver à l'histoire des idées en France, puisqu'il y a une grande influence qu'on oublie aussi. Et donc je voudrais en venir aussi à une autre réhabilitation historique qui est faite dans ce livre par Arnaud Imaz, c'est celle forcément de José Antonio Primo de Rivera, qui donc a fait l'objet de la thèse d'Arnaud Imaz, et qui n'est pas du tout finalement, encore une fois, le fascisme antisémite admirateur de Mussolini qu'on a voulu présenter à l'université avant Arnaud. Et le pire, c'est que là, pour le coup, vous voyez comment... je me rappelle plus qui disait ça. On reconnaît la bêtise au fait qu'elle insiste. Et vous voyez, prenez le cas de José Antonio. Là, vous avez deux bêtises qui ont besoin l'une de l'autre. Rappelez-vous la phrase d'Ortega y Gasset. Le problème de la gauche et de la droite, c'est que c'est une hémiplégie intellectuelle et morale. Et parfois, la bêtise rentière, parce qu'il y a toujours un côté très matériel derrière, des uns et des autres se répand. Pendant des décennies, la droite, y compris la droite dite nationale en France, a toujours pris José Antonio Primo de Rivera comme un gauchiste. Et elle s'est mise dans une révérence à l'égard de Franco que Franco ne méritait certainement pas. Et vous avez une détestation de l'ensemble du mouvement de la Phalange. Pourquoi ? Parce que la Phalange est un mouvement qui sort des canons de la droite de l'époque. C'est un mouvement qui comprend la lutte des classes, qui comprend le peuple ouvrier, et qui veut aller au-delà d'un certain capitalisme. C'est une idéologie de troisième voie, tout à fait typique de l'époque, avec un intérêt considérable. Au lieu de ça, une partie de la droite française va se murer dans l'admiration de Franco, pire parfois dans l'admiration de Salazar. Alors là, pour le coup, Salazar, c'est quand même quelqu'un qui met le Portugal au niveau de l'Angola, quoi. Bon, vous voyez, comme d'un point de vue de réussite économique, j'ai vu mieux. Donc, mais qui a eu des aspects positifs. Je rappelle que c'est lui qui retire la main de Franco en disant ne va pas avec les nazis, cet homme est fou, les Allemands sont fous, n'y va pas. Et c'est lui qui permet à Franco d'ouvrir les bases des Açores qui serviront aux Alliés. Donc il n'y a pas que du négatif, mais c'est là où la démarche historique est intéressante. Et, oui. Et de l'autre côté, vous avez la bêtise de la gauche qui, parce qu'elle est terrifiée de voir des mouvements à la fois nationaux et populaires, premièrement en font contre toute chronologie des mouvements précurseurs, paranazis, etc., alors que ça n'a strictement rien à voir. La Phalange espagnole, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste de comprendre le peuple ouvrier tenté par, dans le cas espagnol, l'anarchisme,
le stalinisme ou le trotskisme, qui d'ailleurs, les trois ensemble finiront par s'entretuer, plus d'ailleurs que pour certains, que pour se battre, par se battre contre Franco. Hein. Si vous voulez, vous prenez les trotskistes espagnols, prenez les anarchistes espagnols qui sont majoritaires au début de la guerre, les staliniens les massacrent. Plus que Franco. Le Franco, il va avant tout se battre avec les Stal après. Hein. Mais technique du salami, en petit exemple. Et on ne se rend pas compte de la richesse de quelqu'un comme José Antonio Primo de Rivera, parce que vous avez dedans toute une réflexion économique, toute une réflexion sur les classes, toute une réflexion sur comment faire l'unité d'un peuple en dehors de la question de classe. Et ça, pour le coup, il faut jeter l'anathème là-dessus. Comme sur toutes les écoles de troisième voie, parce que, premièrement, vous y avez un socialisme réel. Je rappelle que socialisme est le contraire du mot individualisme en théorie politique, et ce dès le 19e siècle. Vous avez quelque chose de communautaire, vous avez quelque chose qui met l'État à la juste place et qui met le peuple à sa place. Et là, pour le coup, ça met en danger des rentes que une partie de la gauche actuelle, qui est aussi traître en Espagne qu'elle est traître ici, ils ont beaucoup plus combattu des figures de troisième voie comme José Antonio qu'ils ne combattent les caricatures, si vous voulez, droitardes disons, du tueur d'ouvriers qui aime faire suer le burnous, si vous voulez. Ça, d'un côté, c'est une droite sympathique, chacun a ses rentes, et le problème de ces mouvements de troisième voie, c'est que c'est ceux qui mettent des grains de sable dans une partition trop bien réglée, où chacun repose sur le fait « je garde ma partie du peuple » et les électeurs sont bien gardés. Et où le bas peuple est bien gardé à l'époque préélectorale. C'est ça l'intérêt de la phalange pour l'Espagne. Or aujourd'hui, si vous voyez la vie politique espagnole aujourd'hui qui est assez terne par rapport à ça, extrêmement terne, on veut éviter le retour, non pas de la phalange en elle-même, ce qui n'aura absolument aucun sens. Faut pas d'ailleurs donner à la gauche ce qu'elle veut, c'est-à-dire de voir des fascistes sous le tapis, parce que ça les aide dans leur paranoïa, mais de voir des gens qui peuvent sortir du carcan intellectuel dans lequel l'Espagne comme la France sont très largement engoncés. C'est tout l'objectif d'ailleurs de ce livre, parce qu'on l'a dit, il y a toute cette première partie un peu historiquement factuelle, et ensuite on arrive à cette grande question, qu'est-ce que le réalisme politique? Et je pense que c'est la clé de ce livre aussi, et votre clé aussi pour tenter de mieux comprendre aujourd'hui le monde trouble dans lequel nous sommes, mais on va en parler dans quelques instants, après cette pause sur les informations avec Emmanuel Noël, puisqu'il est 8h59, presque 9h sur Ligne Droite. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Pierre-Yves Rougeron, juriste spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre et de la maison d'édition Perspective Libre, président du Cercle Aristote et éditeur de ce livre dont nous parlons depuis tout à l'heure, Résister au dénialisme en histoire, jalon pour un savoir non contaminé par l'idéologie mondialiste, un livre de Arnaud Imatz et évidemment Valentin Schirmer, rédacteur en chef de l'Étudiant Libre et également pilier de Ligne Droite, est toujours avec nous. Alors on arrivait sur cette question finalement, vous parliez de réalisme depuis tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que le réalisme politique et en quoi aujourd'hui il peut nous permettre de mieux comprendre? On a bien compris les jalons historiques, désormais de mieux comprendre notre histoire, enfin notre modernité. Alors, le réalisme politique, c'est la plus ancienne des grandes visions politiques. C'est multiséculaire. C'est-à-dire de reconnaître aux faits politiques, premièrement, une autonomie, deuxièmement, une conflictualité naturelle, et c'est toujours tendancieux de parler du terme de loi en sciences humaines, mais disons des tendances lourdes, dont, entre autres, la tendance à l'oligarchie du pouvoir. Bon. Et ce qui n'implique pas de ne pas être démocrate, ce qui implique de regarder la réalité en face. Et que si l'oligarchie est une tendance lourde, ça veut dire qu'il faut savoir s'en prémunir. Mais vous ne pouvez pas vous prémunir de quelque chose qui revient de manière tellement cyclique par la faiblesse.
Et ça, il y a une part du... J'aime moyennement qu'on parle du romantisme politique, parce que j'ai beaucoup de respect pour la tradition romantique. Mais une part de l'idéalisme politique est à ce niveau-là un véritable poison. Parce qu'il pense, si vous voulez, c'est la logique attentat, bougie, fleur, nounours. Le bougie, fleur, nounours. Finalement, avec des câlins, tout s'arrange. Bon, c'est vrai dans La Reine des Neiges. Mais pas ailleurs. Et on refuse aujourd'hui de voir le politique selon ses lois. Or, le réalisme politique, c'est vrai, est de toutes les grandes théories politiques la plus ancienne, celle qui a la plus mauvaise réputation, pour une raison, c'est qu'elle est celle des défenseurs d'empire, si vous voulez, des défenseurs de nations. C'est-à-dire, c'est une philosophie armée, d'un certain côté, le réalisme politique, et c'est pour ça qu'on a très mauvaise réputation, parce que, moi, à titre personnel, c'est l'école qui m'a formé, parce qu'on ne marche pas à la romance. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous mettriez Tocqueville de la démocratie en Amérique dans un réalisme politique ? Alors attention, Tocqueville est un auteur compliqué. Pourquoi ? Parce que si on le prend méthodologiquement, Tocqueville appartient, sa correspondance privée, les écrits privés étant supérieurs aux écrits publics sur la réalité des penseurs, parce que là ils vous disent qui ils sont, est un monarchiste, très net. Et le problème de Tocqueville, c'est que c'est un auteur dont la réalité nous échappe parce qu'il est écrasé sous le poids de ses lectures. Et d'ailleurs, des lectures qui sont cohérentes. Vous pouvez avoir une lecture, c'est la lecture dominante, libérale de Tocqueville. Mais vous pouvez avoir une lecture républicaine de Tocqueville, c'est-à-dire une lecture par le réalisme politique de Tocqueville. C'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que lui-même ne s'y rattache pas. Lui-même, fondamentalement, c'est un aristocrate démophobe. Le peuple, comme disait Jules Renard, le peuple oui, mais pas sa sale gueule. Voilà, c'est une phrase de Jules Renard. Hein, je n'ai pas de commettre un impair là. Mais bon, comme disait Serge de Beketch, la courtoisie, c'est parfois de se donner des coups de colichemar avec courtoisie. Or, le problème, c'est que Tocqueville, c'est par exemple un auteur écrasé sous ses lectures. Au XXe siècle, des auteurs réalistes politiques sûrs, vous avez Julien Freud. Enfin, pour la France, hein. Vous avez Julien Freud, vous avez Gaston Boutoul, vous avez Jules Monroe, vous avez le premier Raymond Aron, avant qu'il devienne libéral, vous avez auteurs étrangers, des gens comme Codilis, vous avez également toute une partie entre autres de certaines écoles géopolitiques, etc., qui eux se rattachent à un autre type de réalisme, mais prennent en compte le réalisme philosophique. Donc, le réalisme de la philosophie politique. Ces écoles-là ont extraordinairement mauvaise réputation parce que ne marchant pas à la romance, elles assument de défendre des intérêts, les intérêts des peuples, les intérêts des nations, etc. Et malheureusement, comme disait Jean-Jacques Rousseau, le patriote peut être dur à l'étranger, c'est vrai. Mais pour une raison, c'est que le réalisme politique est né de la volonté de défendre les populations. Or, le premier fait de défense, et donc de l'immunité de défense des populations, c'est de reconnaître ce qui est soi et ce qui n'est pas soi. Vous comprenez que dans un monde diversitaire et inclusif, nous apparaissons comme à la fois des vestiges, mais pas des vestiges, mais on est plutôt des espèces à abattre que des espèces à protéger. Oui, c'est ça, des nuisibles. Voilà, nous sommes une espèce... Des surmulots, une espèce invasive. Non, les surmulots, il faut les aimer, donc c'est pas oui, ça, non, et en plus, donc, dans la continuité de cette école réaliste, mais finalement, on voit le fil rouge de ce livre, c'est vraiment aussi l'idée de refuser les systèmes préconçus, de faire primer le réel dans l'analyse. Oui. Et à ce titre-là, il y a aussi un chapitre très dur sur le clivage gauche-droite, duquel il faut acter la fin, qui est malheureusement toujours pas encore faite aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez aussi nous parler de cette volonté d'Arnaud Imaz de refuser le clivage gauche-droite ? Comme historien, Arnaud Imaz a actualisé les recherches d'un homme exceptionnel qui est Jean-Louis Loubet-Delbahey, qui était le spécialiste du non-conformisme des années 30. Et on se rend compte que le non-conformiste, en réalité, n'a pas une histoire uniquement dans les années 30. Il a une histoire depuis le début des clivages parlementaires. Particulièrement en France. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, le clivage gauche-droite, qui aurait été quelque chose d'assez récent, il est vraiment sédimenté aux alentours des années 20, quand on a une approche dialectique de l'histoire des idées. Si on a une approche essentialiste,
comme certains d'ailleurs, de gens extrêmement estimables. Je pense à quelqu'un que j'adore, qui est Jean-Louis Harouel. Si on dit la droite c'est le christianisme et la gauche c'est la gnose, bon d'accord, si c'est le cas, la droite et la gauche sont millénaires. Bon, il n'y a pas de souci. Mais il faut assumer les conséquences de ce qu'on dit. Et ce qui est tout à fait le cas de Jean-Louis, qui est un très grand historien du droit. Nous, on a une approche beaucoup plus dialectique. C'est-à-dire que nous, on n'essaye pas de définir a priori un camp et de voir son histoire, parce qu'on se rend compte que ça colle pas. On suit les idées. Prenez le cas de l'écologie, par exemple. L'écologie débute dans les sociétés de conservation des paysages de la fin du 19e siècle, toutes plus conservatrices et plus à droite les unes que les autres. La gauche, à ce moment-là, elle est industrialiste, et pour elle, la nature, c'est l'ennemi. L'ennemi de qui ? Du prolo industrieux. Voilà. Un arbre, ça se coupe, et ça termine dans le feu de l'industrie. C'est simple. C'est pas qu'on les aime pas, c'est que entre ça et le mouvement social, notre choix est fait. Or, ça passe à gauche dans les années 70, c'est très récent. Une partie de nos auditeurs a vu, sans s'en apercevoir, ce clivage arriver. Et d'ailleurs, la gauche ne fait que prendre l'écologie des mains de scientifiques, écologie à la base c'est une science, qui sont en opposition avec le productivisme qui est incarné entre autres par le pouvoir gaulliste, donc ils se mettent à gauche de manière situationnelle. Ensuite, la gauche politique dit tiens, il y a bon, quand il y en a pour deux, il y en a pour moi. Chut. Et reprend le bébé. Le gauchisme, et à la fin, quand une idée politique cesse d'être un fait intellectuel pour entrer dans la rente électorale, et ensuite, elle peut parfois aller vers la pathologie personnelle. Ça vous donne le rousseauisme actuel. Pas Rousseau-Jean-Jacques, Rousseau-Sandrine. On n'a pas gagné au change. Mais vous voyez, c'est la méthode IMATS. C'est-à-dire, nous, on suit le fil de l'idée plus que le fil du camp. Parce qu'on se rend compte que vous avez, dans tous les camps, des scissions intellectuelles énormes. Vous avez, sur tous les grands sujets, économie dirigée, économie planifiée, économie de marché, sur la question des minorités, sur la question des affaires étrangères, vous avez des scissions dans tous les camps. Et parfois des scissions plus violentes qu'un clivage artificiel qui a été créé avant tout pour, à la fois par manque d'imagination, pour calquer le parlementarisme anglais, qui lui-même est à la fois très problématique historiquement, mais qui, lui, se comprend dans la tradition anglaise, parce qu'il oppose quoi ? La bourgeoisie à l'aristocratie, et le passage et le grignotement progressif de l'aristocratie par la bourgeoisie. Au passage, on était d'accord depuis le début du jeu, le peuple est sur le banc de touche. Bon, ça c'est le parlementarisme anglais, il a été créé comme ça, et nous on a copié ça, bêtement ça ne nous va pas, et c'est une cote mal taillée, et la France, à chaque fois qu'elle a dû se relever des différentes épreuves qu'elle a eues depuis 2 siècles, a remisé au placard le clivage gauche-droite, que certains, par pur confort intellectuel ou par pure volonté d'avoir une petite rente, essayent de refaire vivre, alors qu'aujourd'hui, il est d'autant plus nuisible qu'il maintient si vous voulez, des illusions, et les illusions deviennent des excommunications réciproques au sein de notre peuple, qui permet le maintien du grand gouvernement central. Donc ce n'est plus uniquement un problème intellectuel, à la rigueur ce ne serait que ça. Si vous voulez, ce n'est pas... ce sont des discussions de bonne aloi. Mais aujourd'hui, c'est un effet politique extrêmement réel, qui est de maintenir le verrou oligarchique par peur de l'accusation, qui de complotisme, qui de confusionnisme, qui de rouge-brunisme. C'est-à-dire, dès que vous sortez du clivage, vous êtes suspect. Comme disait Julien Freund, grand réaliste, sachons être suspect, c'est un gage de qualité. Oui, puis diviser pour mieux régner, par peur de la réunion de tous ces acteurs de l'opposition qui pourraient se rassembler. Un de mes vieux maîtres, qui était un maître de la psychologie politique, Alexandre Dorna, nous a quittés il y a quelques mois, un des grands théoriciens du populisme, que la gauche laissait faire parce que comme il était le patron des étudiants chiliens au moment de la prise de pouvoir de Pinochet, qu'il avait été torturé, il avait un CV avec des épaulettes qu'ils n'ont pas nécessairement. Et il l'avait théorisé, il dit...
attendez, vous ne pouvez pas dire que tout régime interclassiste est fasciste. Le gaullisme est un régime interclassiste. Entre 35 et 40% des ouvriers votaient De Gaulle. Si vous voulez, le problème, c'est que dès qu'il y a une coagulation de classes populaires, toute l'œuvre de Christophe Guilluy tourne autour de ça, tout de suite, vous avez les vigilants qui sortent du bois. Alors, vous allez appeler vigilants, vous pouvez les appeler fact-checkers. À titre personnel, moi, je les appelle commissaires aux idées propres. Chacun son truc. Et qui sortent du bois en disant « Ah non, vous savez, non. Les prolos et le petit patron ne s'allient pas parce que sinon, l'éternel retour des années 30, qui n'est que dans la tête de ces gens-là, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un continuum historique, c'est une vaste journée sans fin, qui débute en 1929 et qui se termine en 1945 et retour. À titre personnel, nous en sommes tous sortis, sauf eux, mais s'ils n'en sortent pas, c'est qu'ils y ont intérêt. Mais alors si aujourd'hui, le prolo, le petit bourgeois peuvent se réunir, c'est derrière quelle idée ? C'est l'article le nationalisme cause ou conséquence de la nation. Le souverainisme. C'est la seule idée interclassiste qu'on ait. Qu'on le veuille ou pas, la nation... Enfin, la France, c'est la seule chose qu'on ait en commun aujourd'hui. Le problème, c'est que l'individualisation d'individus non individués, je vais m'expliquer, vous inquiétez pas, c'est-à-dire de gens qui se pensent être des individualités, mais qui en réalité sont des gravures de mode entièrement transformées et par les médias, et par les grandes marques, et par les entreprises, et qui sont en réalité des produits d'industrie, ils s'en rendent même pas compte. Ils disent, je choisis ma vie. Non, tu choisis pas ta vie. La liberté d'un homme, comme disait Michel Clouscar, c'est je connais la somme de mes déterminations, je suis un homme libre. Toi, tu les connais pas, tu t'en rends même pas compte. Tu crois avoir des avis parce que tu as écouté BFM. Tu crois avoir une autonomie, ne serait-ce que dans le fait de t'habiller, te présenter à l'autre, parce que tu es en Nike de A à Z. Non, en réalité, malheureusement, tu es un produit d'industrie. Tu n'es pas un individu individué, donc tu n'es pas un moi. Tu es une déclinaison de l'homme-masse entièrement préfabriqué de notre temps. C'est triste, mais c'est comme ça. Là encore, réalisme politique, il faut d'abord commencer par accepter certaines choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la vérité, personne ne l'encaisse. Or, le souci, c'est que la seule chose qu'on ait en commun, qui permette un nous, c'est ce que... là, je suis en train de préparer un ou deux écrits là-dessus. C'est une notion dont je pense être l'auteur, mais que si quelqu'un y a pensé avant moi, pas de souci, ce que j'appelle le nationalisme du Caire. C'est-à-dire, nous allons devoir aider les gens à redevenir des individus par la force du nous pour éviter d'avoir des masses d'individus déracinés en souffrance. Et ça, le nationalisme français n'a jamais eu à le faire parce que, tout simplement, nous allons devoir penser 40 ans de déracinement libéral qui ont bousillé 2 générations et demie. On va être très honnête. Et je ne vois pas d'autre idée, si vous voulez, l'Europe, certainement pas. Puis là, pour le coup, c'est pas en augmentant les doses de poison qu'on guérit un patient, on finit par le tuer. Donc, et puis de toute façon, c'est une idée non mobilisatrice en dehors des classes âgées. Et je ne vois pas, mis à part la France, les Français n'ont plus rien en commun. Faut quand même et c'est le cas dans d'autres nations, mais nous, on préfère peut-être s'occuper des nôtres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron, et on attend ces écrits sur le nous qui pourrait nous rassembler très vite. Je rappelle que vous êtes juriste spécialiste en intelligence économique, directeur surtout de cette maison d'édition Perspective Libre, où vous pouvez trouver ce livre Résister au dénialisme en histoire. Grâce au cerclearistote.fr, si je me le permets. Sur cerclearistote.fr. C'est donc aux éditions Perspective, je l'ai dit, jalon pour un savoir non contaminé par l'idéologie mondialiste. Merci encore Pierre-Yves Rougeron. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.